Oui, je remercie d'abord la Fondation HRS de nous avoir financé cette caméra à angle large et multimodal qui vient déjà d'être évoquée à plusieurs reprises. Et je remercie également Laurent Deleu qui Merci. a accepté de remplacer le docteur Pavon qui a récemment eu son 3e enfant et qui n'a pas eu le temps de préparer, qui va nous présenter donc à la prochaine édition. Merci, docteur Benatil. Alors voilà, comme elle m'a présenté, donc je suis le docteur Deleu, je suis médecin en voie de spécialisation ici à l'hôpital Robert Schumann. Et je vais vous parler de l'imagerie multimodale. Donc, je sais que beaucoup sont familiers avec les différents examens d'imagerie en ophtalmologie. Je vais juste faire un bref rappel parce que je sais que tout le monde n'est pas spécialement familier ici. Donc, l'imagerie multimodale, c'est une démarche diagnostique donc, qui vise à recouper les résultats de différentes méthodes pour catégoriser, pour caractériser une pathologie. Donc, je vais faire un bref rappel de ces différentes modalités. Donc ici, photographie en couleur, simplement comme une photographie que vous pourriez prendre. Une des choses qui a beaucoup changé dans les années, c'est l'amplitude, c'est la surface qu'on peut avoir de la rétine. Donc avant, on avait des photos qui prenaient 30 à 50 degrés. Maintenant, avec la machine ici, l'Optos qu'on a ici dans le service, on fait 200 degrés, donc ce qui représente environ 80% de la rétine. Vous avez ici une comparaison... voilà ici, avec ici à 45 degrés où on voit vraiment le pôle postérieur comparé à 200 degrés dans les machines plus modernes. Donc il y a également l'autofluorescence. Donc ça c'est un examen sensible aux chromophores de l'œil. Donc les chromophores sont des pigments qui réagissent justement à l'autofluorescence et qui sont qui sont contenus dans l'épithélium pigmentaire de la rétine, majoritairement donc étant la lipofuscine. Donc vous pouvez avoir des images d'hypo-autofluorescence, comme vous avez ici dans l'image de droite, avec une plage d'atrophie centrale, et de l'hyper-autofluorescence. Donc s'il y a par exemple une augmentation de pigments, des produits de dégradation de l'hème, ce genre de choses. Il y a également différents filtres qui permettent de se focaliser sur différents aspects, sur les vaisseaux, sur les fibres nerveuses, mettre en évidence des hémorragies, etc. Alors c'est quelque chose qui est très très important en ophtalmologie également, donc c'est l'OCT. Ça donne une image pratiquement anatomopathologique de la rétine, on peut vraiment dissocier chacune des couches, et qui a aussi bénéficié plutôt de grandes améliorations avec le temps, avec du time domain, spectral domain, maintenant on est au l'OCT à balayage, et on arrive maintenant à faire un OCT qui est beaucoup plus en périphérie que ce qu'on faisait avant qui était cantonné au pôle postérieur. Maintenant, on arrive, comme vous allez voir dans quelques cas cliniques, à l'exposer à la rétine plus périphérique. Un examen dévié de l'OCT qui a révolutionné nos connaissances de la vascularisation rétinienne, avec un plexus supérieur, plexus superficiel et plus profond, c'est l'angio-OCT, qui fonctionne un peu via des mécanismes similaires au Doppler, et qui nous permet justement de faire le suivi, par exemple, des pathologies avec une néovascularisation rétinienne, choroïdienne, comme la DMLA, le diabète, entre autres. Ici, ce sont deux examens invasifs, donc la fluangiographie sur la gauche et l'ICG sur la droite. Grosso modo, on peut retenir que la fluorescine, qui est la molécule injectée dans la fluangiographie, diffuse dans les vaisseaux choroïdiens, mais pas dans les vaisseaux rétiniens, donc ce qui nous permet d'explorer justement ces vaisseaux-là, tandis que dans l'ICG, ils sont imperméables aux vaisseaux choroïdiens, donc ça nous laisse apprécier la vascularisation choroïdienne. Et donc, on va passer directement à quelques cas cliniques. Un cas clinique très récent, qui est un homme de 59 ans qui s'est présenté à la consultation la semaine passée. Alors, l'image, on ne voit pas très bien la lésion ici sur la photo, c'est un petit peu sombre. Si, voilà, on va peut-être éliminer la luminosité dans la salle, merci. Donc, vous pouvez voir ici une petite lésion. Ah oui, on voit beaucoup mieux comme ça. Une petite lésion assez proche du pôle postérieur, sur laquelle on va justement zoomer. Alors on peut dire qu'elle est globalement peu pigmentée, avec ce qu'on pense être un décollement séreux juste ici autour. Alors on va s'aider de l'autofluorescence, donc on peut la caractériser comment? On peut dire que c'est une lésion hypo-autofluorescente qui est entourée, on le voit beaucoup mieux comme ça, d'un vaste halo hyper-autofluorescent. Et donc quand on s'amuse à faire un OCT dessus, donc c'est ce que je vous disais, maintenant on fait un OCT non pas au niveau du pôle postérieur mais beaucoup plus excentré au niveau de cette zone, on voit qu'on a quelque chose, donc choroïdien, donc sous la rétine, qui pousse cette rétine, qui crée une atrophie au niveau de l'épithélium pigmenté de la rétine ici, ce qui explique donc l'hypo-autofluorescence sur la lésion précédente,
Et aussi ce qui nous embête, donc vous voyez une fine lame noire, donc hypoécogène ici, donc qui représente du liquide sous-rétinien. Vous avez différentes coupes, donc en effet, comme un OCT classique, on peut faire une coupe, là ici on est plutôt en dessous de la lésion, donc on voit qu'on n'a plus cette masse qui repousse, mais qu'on a quand même le liquide ici qui est sécrété, donc qui était sur l'autofluorescence et hyper autofluorescente, et on peut encore faire une autre coupe où on voit encore la masse. Donc il y a un diagnostic différentiel conséquent pour les masses au niveau de la choroïde et au niveau de la rétine. Le diagnostic de travail ici est un névus choroïdien achrome. Alors un névus, c'est un grain de beauté, un peu comme on peut avoir sur la peau. Et comme un grain de beauté que vous avez sur la peau, vous n'avez pas envie que ce soit un mélanome. Et les anglo-saxons ont une petite phrase mémotechnique pour caractériser, pour évaluer un petit peu le risque de croissance de ce genre de lésion, c'est to find small ocular melanoma. Donc chaque lettre c'est un acronyme, donc le T étant une épaisseur de plus de 2 mm, le F1 du liquide sous-rétinien, S des symptômes, O pour des pigments et M pour les marges. Alors cet acronyme n'est pas complet, il y a d'autres facteurs de risque que vous voyez ici, une très grande taille, des pinpoints multifocaux à la fluo, donc qui sont des petits points un peu très petits, disparates que vous pouvez observer, et au niveau de l'échographie, une hypocogénicité, une excavation choroïdienne. Et il y a également quelques facteurs, éléments rassurants. Donc l'imagerie multimodale nous aide, en plus de poser le diagnostic, à évaluer le pronostic, à voir quelles sont les probabilités que ce soit une lésion en croissance ou que ce soit justement un mélanome. Donc ici, on a déjà les liquides sous-rétiniens et les symptômes, on va regarder pour le reste. Donc on a fait une échographie sur cette lésion, donc vous pouvez ici voir une lésion au niveau du pôle postérieur, donc qui est isoécogène par rapport au reste de la choroïde. L'échographie nous permet également de mesurer cette lésion, on voit qu'elle faisait 6 mm de long pour 1,25 mm de large, et comme vu précédemment, donc vous voyez qu'elle ne présente pas d'excavation. On peut également mesurer la lésion via la photo du fond d'œil ici. Donc on a à 1 mm près, on a quelque chose d'assez similaire par rapport à l'échographie. Et on peut également mesurer la distance qui les sépare du nerf optique. Donc finalement, les principaux facteurs de gravité ici sont les symptômes et le liquide sous-rétinien qui sont assez liés. Et l'absence d'éléments rassurants. Donc des drusènes poussant sur un névus marque plutôt une chronicité, une évolution lente, tandis qu'un halo clair également est plutôt un signe de bénignité du névus. Donc ici dans ce cas-ci on arrive quand même à la conclusion que c'est une lésion clairement qui est suspecte, clairement qui est à risque de croissance. Pour l'instant, donc, on a opté pour une prise en charge de suivi mais rapprochée à 2 mois, où on pourra également refaire ces mêmes examens et être sûr que ce n'est pas en train de s'aggraver, même si référer le patient directement vers un centre tertiaire spécialisé en onco-ophtalmologie aurait été également une approche tout à fait viable. L'imagerie multimodale peut être aussi utilisée dans des pathologies qui sont beaucoup plus communes, beaucoup plus fréquentes, notamment la rétinopathie diabétique. Nos rétinopathies diabétiques, donc le diabète attaque les micro-vaisseaux, hein, comme vous le savez surtout, mais ça n'épargne pas l'œil. Et donc ici vous avez un exemple de vascularisation rétinienne, où vous voyez l'absence des péricytes, et des présences de microanévrismes, qui sont traditionnellement considérés comme le premier signe d'une atteinte du diabète par l'œil. Mais on va voir juste après que ce n'est pas toujours le cas. Alors ici, vous avez une vision globale de ce qu'on peut voir un peu avec la machine ici à l'hôpital. Et c'est assez pratique finalement, on peut vraiment comparer des photos couleurs de l'œil droit, de l'œil gauche, comme l'autofluorescence, comme le CT, et voir en direct où est-ce qu'on se trouve au niveau de la rétine. Alors ici, c'est un cas de rétinopathie diabétique sévère, hein, qui était probablement proliférante, sur laquelle on a réalisé du laser. Et vous avez ici un petit peu en comparaison différentes images, même si là, ce n'est pas le plus grand champ qu'on aurait pu obtenir, avec les méthodes traditionnelles plus anciennes. Est-ce que c'est important de voir s'il y a des lésions périphériques ou pas dans le diabète ? Oui, il y a eu des études dessus, notamment une publiée en 2014 dans Ophthalmology, qui concluait donc que la présence de lésions périphériques au niveau du fond d'œil chez les diabétiques augmentait le risque d'un facteur 3 comparé à des yeux donc, qui n'ont pas de lésions périphériques,
d'un facteur 3 de progression et d'un facteur 5 d'évolution vers une prolifération, et ce indépendamment d'autres facteurs de risque tels que le genre, l'hémoglobine glyquée, la durée du diabète ou l'état de la rétinopathie diabétique au début de l'étude. Ici un petit cas particulier de rétinopathie diabétique. Donc je disais que classiquement on parle du microanévrisme comme étant la lésion primaire, une des premières choses à apparaître chez les diabétiques. Ici vous avez un exemple de fond d'œil qui, si on se cantonne au pôle postérieur, qui somme toute, à part la présence d'un grid maculaire, donc qui est un laser qu'on utilise pour traiter les œdèmes maculaires diabétiques récalcitrants, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose. Mais directement, si on se concentre sur la périphérie, on voit la présence d'un grand nombre de vaisseaux blancs, fantômes, sclérosés. Si on fait ici une autofluorescence, vous voyez un énorme silence. On dirait qu'il ne se passe absolument rien au-delà du pôle postérieur. Il y a vraiment cette petite délimitation où il se passe quelque chose, et le reste, c'est le calme plat. Et c'est corroboré par l'affluentogéographie, où on voit en effet qu'au temps précoce, ça ne passe pas vraiment très loin. Et même au temps tardif, on voit que ça fuite un petit peu ici en nasal, mais ça passe quand même pas beaucoup, hein. Et l'œil gauche, même si au niveau de la pigmentation du fond d'œil, on a l'impression en effet c'est un petit peu plus rougeâtre, il y a peut-être une petite hémorragie ici, oui voilà, peut-être une petite hémorragie ici, c'est pas fameux non plus. L'affluentogéographie encore qui corrobore cette impression. Et donc ça c'est un cas de featureless retinopathie. Donc c'est vraiment un cas ce sont des cas assez peu décrits finalement, et une physiopathologie qui n'est peut-être pas non plus tout à fait élucidée, où finalement les vaisseaux rétiniens vont vraiment se scléroser, s'oblitérer complètement dans le diabète. Et il y a eu quelques études dessus, pas très nombreuses. Donc on a souvent des occlusions capillaires étendues, de la néovascularisation, une ischémie maculaire relativement importante, et donc c'est finalement un signe de rétinopathie diabétique assez avancée. Donc si on se cantonne à faire un fond d'œil non dilaté ou à simplement regarder le pôle postérieur, on pourra avoir la fausse impression que finalement la rétinopathie diabétique n'est pas très avancée, ou même voire pas du tout présente. Alors que, au contraire, si, c'est plutôt un signe de rétinopathie diabétique sévère et même avancée. Donc il y a vraiment un risque de sous-estimation de la rétinopathie diabétique dans ce genre de situation. Alors, ici on a un cas de maladie de Coase, donc qui est une maladie pédiatrique, justement, caractérisée par des télangiectasies et des exsudats. Alors ici, on voit dans le cadran inférotemporal de l'œil droit de ce jeune homme, vous pouvez observer ici quelques exsudats, des télangiectasies et des hémorragies, qui également peuvent être soulignés par une autofluorescence ici, où on a ces petits exsudats qui sont en hyperautofluorescence, des effets masquage par des hémorragies. Et au niveau de l'affluentogéographie, vous pouvez voir la diffusion au niveau des vaisseaux anormaux, des anévrismes à gauche à droite, et à l'œil gauche, comme ça, il n'y a rien. Parce que la maladie de Coase, c'est une maladie unilatérale. Mais quand on a du très grand champ, parfois on vient à trouver des petites lésions. On peut voir ici 2-3 anévrismes, micro-anévrismes, dont finalement on ne fait pas grand-chose. Parfois, quand on a c'est un petit peu comme les scanners, ou quand on a parfois des examens radiologiques de pointe, on finit par trouver parfois des choses qu'on ne cherchait pas, et finalement qu'il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit. Et un dernier petit cas aussi, on avait revu un patient envoyé pour rétinoschisis, et donc l'ophtalmologue avant avait barré au laser pour marquer ses limites de ce rétinoschisis. Et au dernier contrôle, on avait remarqué qu'il y avait le rétinoschisis avait progressé et avait créé un décollement au sein de ce rétinoschisis. Donc en progressant, il voit qu'il a déchiré ici, et donc on peut bien, grâce encore à l'imagerie, faire un OCT au sein de ce rétinoschisis et vraiment caractériser, voir la séparation des feuillets du rétinoschisis, et en dessous, en effet, le décollement de la rétine par rapport à son épithélium pigmenté. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui 3 cas cliniques qui traitent l'uvéite, qui est un thème très, très complexe.
On va commencer avec un premier cas clinique où on aborde surtout une des complications principales qui est l'œdème maculaire qu'on trouve souvent dans les uveites. Et comment est-ce qu'on le traite? Donc, il s'agissait d'une jeune femme, 28 ans, espagnole, qui se présentait en urgence mi-janvier avec des symptômes typiques d'uvéite et qui avait en effet sur l'œil gauche une baisse d'acuité visuelle à 10%, l'œil droit était à 80%. On voyait à l'examen clinique une panuvéite granulomateuse bilatérale avec une inflammation importante de la chambre intérieure et aussi une vitrite importante avec des snowballs et des snowbanks typiques. Dans l'OCT maculaire, on voyait sur l'œil gauche, il y avait plus d'inflammation, un œdème maculaire cystoïde diffus avec du liquide sous-rétinien. On voyait aussi un petit œdème papillaire, l'autre œil était sans anomalie. On a fait une angiographie à la fluorescine et une ICG. Ici, on a l'œil droit où il y avait moins d'inflammation. L'angiographie est totalement normale. Par contre, à l'ICG, on voyait ces deux petites lésions hypofluorescentes qui ont un aspect qui est relativement typique pour des granulomes choroïdiens. Sur l'œil gauche, on avait à l'angiographie les signes typiques d'un œdème papillaire et un œdème maculaire, tandis que l'ICG était normal. On a fait les examens complémentaires qui montraient HLA-A29 positif. À part de ça, tout était normal. Le scanner thoracique, l'IRM cérébral et l'examen rhumatologique était sans anomalie. On a conclu qu'il s'agissait d'une uvéite dans le cadre d'une sarcoïdose compliquée d'un œdème maculaire unilatéral. Avant d'aborder le traitement de l'œdème maculaire, juste une petite parenthèse, pourquoi on a dit que c'est une très probable sarcoïdose alors que HLA-A29 était positif? En effet, normalement, si on trouve HLA-A29 positif, on dit toujours que c'est une Birdshot rétinopathie jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il faut la traiter de façon importante. Cependant, dans les uvéites, l'étiologie est souvent très difficile et il faut prendre en compte l'interrogatoire, l'examen clinique et vraiment tous les facteurs pour pouvoir conclure sur une étiologie. Et ici, l'examen clinique était totalement contre une Birdshot rétinopathie et l'angiographie à la fluorescine et les granulomes choroïdiens orientés vraiment vers une très probable sarcoïdose. On aurait pu faire chez cette patiente ce qu'on a raté un peu, un PET scan en plus, parce que si on suspecte une sarcoïdose et que le scanner thoracique est normal, on peut faire un PET scan avant de commencer une thérapie immunosuppressive, bien sûr, pour rechercher des signes de sarcoïdose extrapulmonaire. Mais il faut le faire avant de commencer une thérapie immunosuppressive. On a donc commencé une thérapie locale, typique pour une uvéite, et on a commencé du Diamox tout en attendant les résultats qui excluaient une autre cause infectieuse et aussi le scanner thoracique. Donc, comment est-ce qu'on précède dans la thérapie de l'œdème maculaire dans l'uvéite? Ce qui est important à savoir, le premier mois est le plus important, donc il faut agir vite pour pouvoir récupérer une bonne acuité visuelle. Et ce qui est très important, c'est de contrôler l'inflammation dans l'œil. On peut traiter l'œdème maculaire tout le temps, mais si l'inflammation persiste en périphérie ou n'importe où dans l'œil, on ne va jamais gérer de faire disparaître l'œdème maculaire. Donc, en premier lieu, on peut toujours commencer avec du Diamox 2x250 en attendant les résultats qui excluent une infection ou qui est le scanner thoracique. Ensuite, soit si c'est bilatéral, on passe, ou si c'est une inflammation importante, sur de la cortisone systémique, ou bien si c'est unilatéral, sans inflammation sous-jacente importante, on peut faire une thérapie locale, parabulbaire ou sous-conjonctivale avec de la triamcinolone. Au troisième point, on a, si ces traitements n'agissent pas, on a les injections intravitréennes, où on peut partir sur la dexaméthasone, l'Ozurdex. Si on a un œdème récidivant sur le fluocinolone acétonite, qui est diluvienne, ou même sur des anti-VEGF, tout en sachant
que ce traitement-là, il nécessite des injections à répétition et très, très souvent. En quatrième lieu, ce qui n'est pas marqué ici, même si on n'a pas d'inflammation, on peut traiter un œdème maculaire avec des immunomodulateurs. Les anti-TNF-alpha ont montré un très bon effet, c'est l'Humira qu'on connaît, mais aussi la thérapie avec des interférents ou les anticorps interleukine 6 où on peut cibler un œdème maculaire même sans inflammation dans l'œil. Donc là, on voit l'évolution. On a commencé avec le Diamox. Une semaine après le Diamox, l'œdème maculaire avait déjà un peu diminué. On a alors ajouté du Medrol parce qu'on avait exclu toutes les causes infectieuses et on avait eu les résultats du scanner thoracique. Avec le Medrol, il y avait une diminution importante, premièrement, de l'inflammation dans l'œil et deuxièmement aussi donc, de l'œdème maculaire. On a continué la thérapie. Ça, c'est à peu près le 9 février, 3 semaines après. Donc là, on voit l'œdème maculaire. L'inflammation était presque partie. Il restait encore un tout petit peu d'œdème maculaire. On revoit la patiente à peu près 2 mois après qu'elle se soit présentée. La vision avait bien récupéré, déjà 60%. On voit que l'œdème est presque parti. La seule chose... il n'y avait plus beaucoup d'inflammation, mais il persistait après 2 mois toujours des petites cystes au niveau de la macula. Donc ça nous dérangeait un peu et on a donc ajouté sur cet œil-là une injection sous-conjonctivale de triamcinolone. Ce qui a montré un très bon effet. Donc là, on voit l'évolution avec la triamcinolone. La triamcinolone, on peut au besoin la répéter chaque mois et on regarde à chaque fois si le dépôt qu'on a mis en sous-conjonctivale, comment il évolue. Et on a donc pu diminuer, parce qu'il n'y avait plus du tout d'inflammation, diminuer la cortisone systémique, ce qui était important chez cette patiente jeune. Et donc en mai, elle s'est présentée, elle avait récupéré à 80%, l'œdème était parti, il n'y avait plus d'inflammation et on avait toujours un petit dépôt de triamcinolone. Ensuite, elle est restée très calme jusqu'à ce qu'elle s'est présentée maintenant en début septembre. Il n'y avait pas d'inflammation, donc pas besoin de remettre de la cortisone ou un autre traitement immunosuppresseur, mais on voyait une toute petite récidive d'œdème maculaire. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a refait une injection sous-conjonctivale de triamcinolone, quelque chose qui marche très bien, qui n'est vraiment pas très invasif pour le patient. Et on a pu avoir l'œdème maculaire qui a de nouveau régressé. Voilà, donc ça c'est le premier cas clinique. Et là, ce qui est important à retenir, c'est en effet de toujours traiter l'inflammation, sinon on n'arrive jamais à gérer l'œdème maculaire. Et pour l'œdème maculaire, de partir sur des traitements locaux et des injections. Ensuite, dans le deuxième cas clinique, on va vous parler d'une uvéite chronique antérieure et on va surtout se focaliser sur l'étiologie de cette uvéite et comment on procède pour retrouver l'étiologie, ce qui est parfois très difficile dans les uvéites. Donc, c'était un jeune homme, 19 ans, provenant du Cap-Vert, qui s'est présenté avec de nouveau des symptômes typiques d'uvéite. On a fait l'interrogatoire. À l'interrogatoire, on avait un oncle qui avait perdu la vue suite à une vasculite d'étiologie inconnue sur un œil. La vision du patient était très bonne, mais on voyait en effet sur un œil une uvéite non granulomateuse antérieure sans complications. Tous les autres bilans étaient normaux. Et on n'a pas encore fait d'examen complémentaire, comme il s'agissait d'une première uvéite non granulomateuse unilatérale. Ça, c'est à discuter. Entre-temps, on fait maintenant un bilan minimum complémentaire. Maintenant, chez tous les patients présentant une uvéite, il faut un peu regarder comment le patient se présente et juger sur les symptômes cliniques. Donc, on a commencé la thérapie locale avec la cortisone. Et il s'est représenté sans aucun signe inflammatoire, donc il a bien fait son traitement. Il se représente 2 mois après, et 2 mois après, en effet, il avait une inflammation de l'autre œil qui était la même chose,
non granulomateuse, pas grave, sans complications. Donc on a conclu qu'il s'agissait soit d'une uvéite à bascule ou plutôt d'une uvéite bilatérale non granulomateuse. On a donc fait à ce moment-là un bilan de base et un bilan ciblé. Tout était normal, on avait juste des anticorps antinucléaires positifs légèrement, mais là il faut dire que avec des valeurs légèrement élevées, si on n'a pas d'autres signes de maladie systémique, c'est rien de grave, rien où il faudra maintenant chercher une autre pathologie. Le scanner thoracique qu'on avait demandé n'a pas été réalisé, le patient était un peu difficile dans le suivi et l'examen rhumatologique était normal. On a donc refait la thérapie locale. Quel est maintenant le problème chez ce patient? En effet, il s'agissait d'une uvéite non compliquée, mais bilatérale. On n'a jamais trouvé de cause. Et le problème, c'est qu'elle est devenue chronique, c'est-à-dire elle est revenue à chaque fois où on arrêtait le traitement. En-delà de 3 mois, on a eu de nouveau une uvéite. En plus, c'était un jeune patient, on n'arrivait pas très bien à savoir s'il faisait bien ses gouttes et donc le suivi était un peu difficile. Il n'avait toujours pas fait de scanner thoracique. Donc, ce qu'on a souvent chez des patients chroniques, parfois difficile à suivre. Ce qu'on a fait alors, on travaille très étroitement avec la clinique universitaire de Saint-Luc pour des cas d'uvéite où nous, on est un peu coincés, avec le docteur Kouzirev qui est vraiment très à l'écoute. Les 2 questions pour elle étaient, est-ce qu'il y a une étiologie? Est-ce qu'on va trouver quelque chose chez ce patient, tout en sachant qu'il a un oncle qui a perdu de vue? Et quelle sera la thérapie, le traitement? Est-ce qu'on va rester avec la Predfort 2 fois par jour au long cours, ce qui est faisable, avec pas beaucoup d'effets secondaires, mais c'est quand même un jeune patient, ou est-ce qu'il faut lui donner autre chose? Il ne s'est pas présenté à Bruxelles. Et il s'est présenté en décembre de nouveau chez nous, 2021. Il y avait maintenant 3 années qui sont écoulées, avec de nouveau une uvéite. Et là, il commence à nous expliquer qu'il avait eu entre-temps une surdité brutale sur une oreille, que ça a été traité avec la cortisone, que ça a bien marché, mais qu'il avait déjà eu ça une fois en 2018. Bon, c'était tout un peu spécial et donc on était content quand il est allé en avril chez le docteur Kouzirev à Bruxelles. Naturellement, la première chose qu'à Bruxelles, à quoi ils ont pensé, c'était chez cette surdité brutale et une uvéite. Et en plus, on a fait une IRM cérébrale qui montrait des petites lésions atypiques ischémiques. On a pensé tout de suite à un syndrome atypique de Cogan, qui est une vasculite et qui provoque cette surdité et qui fait aussi des uvéites. Mais en faisant le PET scan, qu'on a réalisé, on voyait qu'il n'y avait pas du tout de signe de vasculite, mais qu'on trouvait des lymphknoten, des nodules lymphatiques, au-dessus et en dessous du diaphragme qui étaient pathognomiques pour la sarcoïdose. Et on a donc pu dire que c'est une uvéite bilatérale antérieure dans le cadre d'une sarcoïdose. Bon, tout ça pour montrer que pour chercher l'étiologie dans une uvéite, c'est parfois très difficile et on a souvent différentes directions où on peut aller. Donc, quel est le bilan que nous on fait? On a différentes étapes. Donc, premièrement, il faut faire toujours un interrogatoire. Ensuite, on fait l'examen clinique. En fonction de ce qu'on trouve là, on va faire un interrogatoire très ciblé et vraiment très ciblé. Ça montre qu'il faut demander tout. Ensuite, on fait un bilan complémentaire minimal. On le fait maintenant chez tous les patients qui se présentent avec une uvéite, qu'on peut supplémenter d'un bilan beaucoup plus complexe si c'est nécessaire. Ça, c'est l'interrogatoire qu'on fait. Bon, c'est un interrogatoire habituel dans le cadre d'une uvéite. Est-ce qu'il y a des maladies? Est-ce qu'il y a une grossesse? Des médicaments et surtout la famille. Ensuite, on fait un interrogatoire qui demande comment est-ce que l'uvéite elle a évolué, est-ce qu'il y a déjà eu des traitements, est-ce qu'il y a déjà eu des examens complémentaires. Ça, c'est maintenant les examens complémentaires minimum qu'on fait chez toute uvéite. On fait un bilan de sang normal. On fait toujours les sérologies de syphilis, borréliose et Bartonelle. On fait toujours l'enzyme de conversion à l'angiotensine et l'interleukine 2 pour la sarcoïdose et un scanner thoracique pour exclure une sarcoïdose, une tuberculose avant chaque thérapie de cortisone.
Chez les enfants, c'est un peu spécial. On cherche toujours les facteurs antinucléaires. Et la bêta-2 microglobuline, là, on va encore vous expliquer un peu plus tard. Le bilan plus poussé qu'on fait en fonction de l'interrogatoire et de l'examen clinique, c'est les HLA. C'est le PET scan, comme étant dit, si on suspecte une sarcoïdose, il faut surtout le faire avant de commencer la cortisone. Et si on a un scanner thoracique qui est normal. L'imagerie cérébrale dans la suspicion d'une multiple sclérose ou d'une malignité, des sérologies plus poussées, ensuite les anticorps antinucléaires et les anticorps qui sont pour une vasculite. Et surtout chez des infections virales, la toxoplasmose, dans ce cas-là, ce qui nous aide beaucoup, parce que la sérologie souvent ça ne sert pas à grand-chose, c'est les prélèvements de la chambre antérieure avec PCR pour rechercher les agents viraux ou parasitaires. Voilà, donc ça c'était le deuxième cas clinique pour vous montrer qu'il faut avoir une ligne qu'on suit vraiment exacte pour rien rater quand on veut rechercher l'étiologie dans une uvulite qu'on ne retrouve pas toujours, mais il faut bien aller chercher. Le troisième et dernier cas qu'on vous présente, c'est une arthrite juvénile idiopathique, parce qu'on voit aussi des enfants, c'est plus rare, mais on en voit. Et on suit quelques patients avec cette maladie. Donc, c'était un jeune garçon de 6 ans qui s'est présenté avec il venait des pays de l'Est. Et il avait une rougeur de l'œil qui ne disparaissait pas avec des antibiotiques locaux. Ce qui était bizarre, sa mère, elle nous racontait qu'il avait un plâtre sur un pied parce qu'il avait apparemment une fracture, mais l'autre pied, il était gonflé aussi depuis une semaine. Bon, ça nous a déjà orienté fortement vers un diagnostic. On a vu sur un œil unilatéral une uvulite non granulomateuse antérieure. À part de ça, tout était normal. Et on a donc conclu tout de suite avec l'interrogatoire qu'on avait fait et cette inflammation au niveau des pieds qu'il s'agissait probablement d'une uvulite dans le cadre d'une arthrite juvénile idiopathique. Si on a ça, il faut tout de suite envoyer l'enfant chez un pédiatre rhumatologue pour le prendre en charge, la diagnostic et le traitement, ce qu'on a fait au CHL en rhumatologie pédiatrique. On a traité le garçon avec un traitement local. Il est revenu une semaine après. Le traitement avait bien marché sur un œil, mais l'autre œil, maintenant, il y avait aussi une uvulite antérieure qui renforçait donc notre diagnostic. Le rhumatologue, il a fait toutes les analyses. Il nous disait, voilà, il concluait sur une uvulite dans le cadre d'une arthrite juvénile. Il y a différents types d'arthrite juvénile. Chez lui, c'était une oligoarthrite, c'est-à-dire 4 articulations étaient atteintes et les facteurs antinucléaires étaient positifs. Une petite récapitulation, donc les uveites chez les enfants sont relativement rares. On n'a que 2 à 6% des patients qui ont des uveites qui sont des enfants. Quelles sont les causes les plus communes de l'uvéite? Premièrement, l'arthrite juvénile, mais on a aussi la néphrite tubulo-interstitielle. Donc, bon là, il faut dire que la néphrite est souvent déclenchée en premier lieu et ensuite, quelques mois plus tard, on a l'uvéite. Mais il faut toujours penser aux valeurs des reins et au fonctionnement du rein, si tout est normal, si un enfant se présente avec une uvéite. Des enfants peuvent aussi avoir des Fuchs, des uveites de Fuchs, et là, il faut surtout faire attention à ne pas surtraiter les enfants. Et il y a aussi des rares cas avec la sarcoïdose. Et là, il faut aussi faire attention parce que chez les tout petits enfants, ils n'ont pas de sarcoïdose pulmonaire, mais ils ont surtout des arthrites et des problèmes de peau. Si on a maintenant un enfant avec une arthrite juvénile, quels sont les facteurs de risque pour qu'il développe une uvéite? C'est surtout si on a une oligoarthrite, donc en dessous de 5 articulations qui sont touchées, si on a un début précoce des atteintes articulaires, si on a les facteurs antinucléaires positifs au début, et on pense aussi que le sexe féminin est un facteur de risque pour développer une uvéite. Il existe plusieurs tableaux qu'on peut trouver. Ça, c'est maintenant important pour l'ophtalmologue, pour savoir si un rhumatologue lui envoie un enfant avec une uvéite et lui dit « Est-ce que vous le suivez? Comment vous le suivez ?»
s'il n'a pas encore d'uvéite. Il faut alors savoir quel type d'arthrite cet enfant présente. Chez cet enfant, il avait une oligoarthrite. Et en fonction de cette arthrite, donc si les facteurs antinucléaires sont positifs, en fonction de l'âge de l'enfant, on a différents intervalles pour faire le screening. Donc chez cet enfant, il avait déjà une uvéite, mais s'il n'en aurait pas eu, on l'aurait dû le voir tous les 3 mois pour faire un screening. Dernièrement, quelle est maintenant la thérapie de cette uvéite? C'est toujours une thérapie en étapes. Donc naturellement, le rhumatologue fait sa thérapie, mais si on regarde juste l'uvéite dans le cadre de l'arthrite juvénile, nous on commence avec de la cortisone locale, prédnisolone ou dexaméthasone. Si on voit qu'il répond avec une tension élevée, on peut passer sur du lotéprédnol ou du fluorométholone. Et on peut rester sur une dose de 2 fois par jour au long cours. C'est avec des risques relativement faibles pour l'enfant. Et l'uvéite dans les arthrites est souvent très chronique, donc il faut garder une thérapie de base de 2 fois par jour. On le réévalue alors, et si après 3 mois de traitement, 2 fois par jour, l'uvéite ne part pas ou il y a une récidive, à ce moment, il faut aller plus fort. Et chez les enfants, on veut éviter la cortisone qui a beaucoup d'effets secondaires. Donc, on veut partir plutôt tout de suite sur un immunosuppresseur comme la méthotrexate, tout en sachant si on a vraiment une uvéite très grave, il faut au début mettre de la cortisone parce que la méthotrexate met à peu près 6 semaines, 3 mois à agir. Et la cortisone, elle agit tout de suite. Et si avec ça, on ne trouve toujours pas d'amélioration après 4 semaines, on passe sur des immunomodulateurs plus forts, comme par exemple l'Humira, toujours ensemble avec le rhumatologue, bien sûr. Voilà. Good afternoon. My name is Dr. Petousis. I have to apologize because I'm going to have all the presentation in English since my French is not exactly presentable yet. I'm one of the 2 doctors that support the vitreoretinal service in Luxembourg. And I'll start by saying that the vitreoretinal service is part of the Service National de Ophthalmologie Spécialiste, which means every health system has 4 tiers, 4 levels, starting by the primary, where the GP, the general practitioner, provides the care, going to the secondary, where in the case of ophthalmology, conservative ophthalmology, cataract surgery is being provided. And then we go to the 3rd tier, the 3rd level, which is all the specialized services, among them also the vitreoretinal surgery, and apart from it, oculoplastics, children, glaucoma, cornea, and then of course we have university medicine, which is the 4th tier. So we aspire covering all the 3rd level of care in the Luxembourgish health system. And that means that we are 2 vitreoretinal surgeons covering all the cases over the week and the weekends as much as we can, which is practically 24 hours. And we perform all our surgeries and all our treatments in the Robert Schumann Hospital in Kirchberg. So, what is vitreoretinal surgery? Vitreoretinal surgery is all surgical treatments which have to do with the part of the eye behind the lens. So any pathology that develops within this space falls into the realm of the vitreoretinal surgeon. That means the surgeon has to go into the eye and go through the vitreous, which is this gel that fills the space behind the lens, and reach the retina where he can treat the problem. That's why vitreoretinal surgery. So my presentation will consist of 2 parts. The one is the statistical part, and then the more bloody one, the presentation of cases. So let's start by the boring part, the statistical, which is though very important still. I came to Luxembourg about 3 years ago to support the work of my colleague, Mrs. Till, which she was already active on the field. And I knew, coming from
from another health system that for a population of about, where is it now? There, 900,000 people, which was exactly the population of one of the counties that I used to work before. You expect to have about 250 to 300 cases a year, because that was exactly the number of cases we were treating in that place where I used to work. So, and indeed, as I came to the country, the first year that we shared the work with Mrs. Steele, we did about 24 cases, and then we could see our cases going up to 238 and 289, so increasing per year. For us, it's very important to do always a statistical control of our results in order to compare to the national standards of other countries, and to be able to compare our results and our quality. That's our quality checking against our cases. So for the year 2021, our statistical analysis showed a great bulk of retinal detachments being done, about 90, and then there were some patients where the retinal detachment might reoccur, having to be treated again, and then we had the retinal membranes, macular holes, and less often other cases that we had to treat. Now, in the context of our quality check, we check also several parameters, like the numbers that we have to retreat a case. For example, for the retinal detachments, this is a quite complex pathology that has a worldwide failure rate of about 20%. So you expect in about 100 cases you do to have to go into the eye again in about 20 of them. And our percentage was about 14% for the year 21, comparing to the publications that we could find in the United Kingdom, coming to about 13.3 to 14.5%. So I mean, the results are as safe and as stable as such in other countries, which is a great result, really. So how does it work? How does the service work? We are always in contact with our colleagues, our conservative colleagues, or colleagues that they are providing services in ophthalmology in other fields. We have a retinal number that the patients, not the patients, the colleagues can call, or they can call us directly. We like to receive our referrals directly from eye doctors, because being only two and covering the whole country, I mean, we cannot be there for any suspected retinal detachment. We have to know that a colleague has seen the patient and has put a diagnosis, so that we can organize the treatment. So the patients can call us directly, the colleagues can call us directly, and then we can organize treatment directly with the patient. The patient does not have to stay in the hospital. Nowadays, these cases, they can be treated as day cases. Of course, if they come from far away, like Wiltz, then they can still stay for a night if they want to. But that's something that we can offer them if they need. Otherwise, they can have their treatment. They can even have their treatment under local anesthesia, and they can go home on the same day. And then they will be followed up by us, depending on the complexity of the case, till everything is all right, so that they can go back to their doctor. We have seen that has provided a great relief to the patients. Before this service, patients, they had to travel abroad, they had to stay abroad, they had to stay over 2 or 3 days sometimes before they could go back home. And if there was a complication, they had to travel abroad again. So it was not only a financial hemorrhage for them, but also practically it was quite difficult, mainly for older patients who were coming from rural areas of Luxembourg, or patients that they couldn't speak the language of the country where they had to be treated. So we see that being able to treat them in an ambulatory fashion
and being in such a direct contact to them, it was something that they found as a great relief. So communication has a pivotal role to the treatment of the patients, and as also close follow-up has. Oh, sorry. Yeah. And we are very grateful for the support of the patients, but also of the colleagues that they refer the patients to us. So let's go to the second stage, the presentation of cases, so I can give you an idea of what we do. Now, I start with one of the commonest pathologies that we have to treat, which is a retinal detachment. What is a retinal detachment? A retinal detachment is if we imagine that the eye functions like a camera, the back of the eye is covered by a film that we call retina. So it lies against the wall of the eye, and it absorbs all the light in order to transport it to the brain. So as we said before, the whole space is covered is filled with a gel. When this gel starts to pull on the retina, it can create holes, and through the holes, fluid can go through the hole and start lifting the retina, detaching the retina like the tapestry that comes off the wall. So what we have to do in those cases, we enter the eye with small ports. One port is for the infusion that will inject water in the eye, will keep the pressure stable. The second port will be for the light, and the third for the cutter. And we identify the detachment. We remove all the gel that fills the space, which is, you can see through the gel, so it's not easily recognizable, but you can see that fluttering. And then we find the holes, we stain the holes, and then we drain all the fluid that has accumulated underneath the retina through the holes. Now, on the next stage, we freeze the area around the holes, or we laser the area around the holes in order to create a scar. And then at the next stage, we fill the eye with a tamponating agent, a gas that will expand and that will push the retina against the wall of the eye. This is a treatment that can be done nowadays under local anesthesia. The patients, they don't have any pain, and they can go home on the same day. Now, since you have to operate in the area behind the lens, that gives you the ability to also treat traumas, injuries, and complicated cases. So this is a case of a patient with a subluxated lens. This is a pilot from Lux Cargo that was trying to span a band on his motorbike. The band jumped back and hit him in the eye. So the whole lens was dislocated. This kind of lens you cannot treat with a standard cataract surgery. So what we did, we entered the eye through a scleral flap, tried to remove the lens, but you can see that the whole lens is wobbling, the whole lens is moving. So after realizing that the lens cannot be removed this way, I decided to dislocate the lens and push it to the back of the eye. As you can see, I'm trying to suck it and take it out, but I don't want to pull too much and injure the eye. So I thought I'll push it back, dislocate it to the back of the eye, where there is more space, and then safely remove the gel and then remove the lens. It took some time to remove the vitreous gel, and then I could quickly suck out the lens matter out of the eye. There you can see it. There it is. And then, since there was no standard support for implanting, we had to order a special lens. We had already ordered a special lens, knowing what will follow in this case, that you can clip on the iris. So this lens has two small clips, and then you can just tilt it under the iris, flip it up, and then clip it on the iris. That's one part of the lens.
and this is the other part of the lens. There. So this guy, he could after a couple of months, he could fly back again with Lux cargo. So by using this kind of lenses, we could provide the patient with a very good vision, and he could continue with his working life, which was, I think, great. There. Okay. And this is an old lady with a submacular hemorrhage. A submacular hemorrhage can happen in the context of DMLA, of macular degeneration. So, and during the, when you have a macular degeneration, you have a scar underneath the retina that can bleed. Now, this is something that can cause a serious damage to the retina unless you dissolve the blood. So, what we need to do is to inject material as a substance underneath the retina with a small needle and try to dissolve this clot. And that's what you're going to see here. So again, as always, removing the gel and then approaching the area where the blood is. I'll try to bring it forward a little bit. There. Okay. And then with a small needle, which is in the size of a small hair, you inject a clot-resolving substance underneath the retina, and you ask the patient to stay flat for a couple of hours so that the medicine can work. Then, again, you fill the eye with a gas bubble, and you ask her to also spend some hours a day with a face down, so the bubble will go up and start to displace the blood. As a result of that, it became possible to remove the blood clot. Of course, you can still see the scar from the macular degeneration of the AMD, that you cannot remove that. But the patient was able to keep a functional vision with his eye. Okay. There. I have many more cases, but I picked those three because I thought they were characteristic that can give you an idea. So this is a patient that was sent to us by his eye doctor with an eye injury. Anamnestically, there was an injury where he got a foreign body into the eye, and without any further problems, without any bleed, without any other complications. And at about 3 to 4 weeks after the injury, the eye doctor found a small metal splinter in the eye, which has apparently entered the eye from the side of the wall, from the wall of the eye, went through the vitreous and start on the retina. Now, the video is a little bit dark, but you might be able to see me grasping here the foreign body. It looked like a small knife, and then there it is. I had to open a bigger hole on the wall of the eye and try to deliver it. And so this is what there. This is what came out of the eye. So the guy was actually super lucky because the foreign body, this big foreign body, went through the wall of the eye, bounced on the retina, sat on the retina, but without injuring the retina. So he didn't have a retinal detachment, he didn't have a hemorrhage. But still, if we were to leave that foreign body in the eye, he would have this would have got rusted, and he would have got a condition we call siderosis, which is rust spreading all over the eye, damaging the retina, and creating a toxic effect. So after that, we had to laser the area where the foreign body came in contact with the retina. So you can see me here lasering, and the patient could walk out of the clinic on the next day with a vision of 100%. There it is. So,
Okay. So, yes, well, I had another slide that I can't find here. So I think my conclusion is that I think that the vitreoretinal service has provided for the last few years a lot of support to the patients, and they can release some of the burden having to go to abroad, having to be treated abroad, having to return abroad for all the follow-ups. And we are very grateful for the support of our patients, but also for the colleagues that send us the patients. So thank you very much.